Je suis Marguerite et vous écoutez l'épisode 8 intitulé Romain Gary, Juste histoire d'ivoire. Bienvenue sur Paroles et musique, le podcast qui met la littérature au carré, qui donne une deuxième dimension au livre avec la chanson. Chaque épisode fait converger dans le récit d'un souvenir, un moment de lecture et sa bande-son. Bonne écoute. Ce sera la deuxième fois que je convoque le dandy Chamfort dans ce podcast, après un épisode qui faisait entendre la fièvre dans le sang. Dandy plus que jamais cette fois-ci, humant sur la pochette de l'album Amour année zéro, une rose rouge, la main gauche enveloppée de blanc, tenant son grand jumeau. Dandy auprès de Gainsbourg, auteur des paroles de cet album, enregistré au début des années 80 à Los Angeles. Alain Chamfort a composé les musiques et fait appel à Wally Badarou pour les arrangements, ainsi qu'à celui qui allait devenir Jacques Duval, le parolier belge, son futur acolyte sur les prochains albums. Que vient faire là l'inventeur du Banana Split de Lio? Eh bien, l'histoire dit que le parolier Serge Gainsbourg et le compositeur-interprète Alain Chamfort s'étaient envolés en Californie avec leurs compagnes respectives, Bambou et Lio, pour terminer l'enregistrement. La collaboration artistique ne s'est pas aussi bien passée que pour Manu Reva, et Alain Chamfort a refusé certains textes jugés trop faciles. L'album a varié de sa version initiale, et Jacques Duval, parolier de Lio, vous suivez, a été appelé à la rescousse pour un dernier texte, Paradis. C'est donc dans ce contexte qu'est née la chanson Chasseur d'ivoire, sur l'amour et les éléphants, alter ego pour aujourd'hui du prix Goncourt 1956, Les racines du ciel, signé de la plume de Romain Gary, celui qui allait devenir Émile Ajar. Comme on peut l'entendre, je tourne autour de ce monument qui m'impressionne. Je l'aborde de manière détournée, en commençant par la chanson. Je n'ose pas le faire mien. Et pourtant, Romain Gary m'accompagne depuis bien longtemps, depuis plus de 25 ans. Je n'aurai pas assez du restant de toute ma vie pour découvrir la somme de toute son œuvre, mais je m'y emploie, petit à petit, un peu à chaque période de vacances, en concurrence avec d'autres écrivains fétiches. Je n'ose pas le faire mien, mais je le revendique. Il est l'un des premiers pour lesquels je me suis dit, celui-là, je vais le découvrir seul, il est à moi. Qui reconnaît cela? Ce générique remonte à la fin du siècle dernier, et le siècle en question, c'est le XXe siècle. Dans mes années lycée, j'ai passé quelques soirées en boîte, mais d'autres aussi à programmer et à regarder sur des cassettes VHS, avec le magnétoscope qui faisait du bruit, des documentaires littéraires, instructifs. À côté des cours de français, j'ai forgé une bonne partie de ma culture littéraire par la télé. Je vivais à la campagne et n'avais que 3 chaînes. J'enregistrais Pivot et Un siècle d'écrivains. Ce dernier, rétrospectif sur celui sans lequel Émile Ajar n'existerait pas, m'avait particulièrement marqué. Je connaissais, mon professeur de troisième nous avait expliqué le tour de passe-passe du double Goncourt, La vie devant soi, mais pas encore l'œuvre de Gary. J'ai acquis un peu au hasard quelques folios, je cherchais de la cohérence entre les épopées foisonnantes et les récits brefs. J'ai été plus particulièrement sensible aux livres écrits à la première personne, comme une voix qui me parlerait, que ce soit celle de l'auteur, de l'un de ses multiples avatars, ou de ses narrateurs, vieillissants comme dans Clair de femme, ou éternellement juvéniles comme celui des cerfs-volants, et le petit Momo face à Madame Rosa. Le documentaire Un siècle d'écrivains consacré à Romain Gary m'a aidé à me repérer. Je me rappelle les interviews côte à côte de Nancy Houston et Tsetan Todorov, écrivains que je découvrais aussi dans ma quinzaine. J'ai un livre de Gary pour chaque décennie. Je reviens sur certains, j'en rouvre d'autres. Je poursuis des séries interrompues. Je pousse les murs et court-circuite la taille trop petite, elle n'est jamais trop grande, de mes rayonnages, en me délectant de mes exemplaires de la Pléiade, qui, encore mieux qu'une liseuse, transforme 2 volumes en bibliothèque portative. La promesse de l'aube, l'autobiographie de Gary, est l'un de mes livres sources.
Ce qui me séduit, entre autres, est la manière de l'écrivain d'embrasser le petit garçon qu'il était pour le faire parler de la même voix que l'adulte qu'il est devenu. On ne sait plus lequel est pétri d'absolu et lequel est désabusé et déçu. On n'a pas à le savoir. On ne sait pas lequel des deux console l'autre, ni celui qui a raison. J'emporte de nombreux passages que je ne soumets pas toujours aux élèves de troisième, car la biographie semble démentir l'autobiographie. Je ne saurais être celle qui élucide un suicide. L'un de mes préférés est celui où le petit Romain vient de soutirer à un autre enfant, le petit pastèque, la recette d'une potion magique, un talisman capable d'exaucer tous les souhaits de la terre. Comment se sent un jeune garçon sur le point de demander, et sans l'ombre d'un doute d'obtenir, tout ce qui le comblera? Entre ces pauvres miettes et l'extraordinaire besoin qui venait de s'éveiller en moi, il n'y avait pas de commune mesure. Vague et lancinant, tyrannique et informulé, un rêve étrange s'était mis à bouger en moi. Un rêve sans visage, sans contenu, sans contour. Le premier frémissement de cette aspiration à quelque possession totale, dont l'humanité a nourri aussi bien ses plus grands crimes que ses musées, ses poèmes et ses empires, et dont la source est peut-être dans nos gènes comme le souvenir et une nostalgie biologique que l'éphémère conserve de la coulée éternelle du temps et de la vie dont il s'est détaché. Ce fut ainsi que je fis la connaissance avec l'absolu, dont je garderai sans doute jusqu'au bout, à l'âme, la morsure profonde, comme l'absence de quelqu'un. Je n'avais que 9 ans, et je ne pouvais guère me douter que je venais de ressentir pour la première fois l'étreinte de ce qui, plus de 30 ans plus tard, je devais appeler les racines du ciel, dans le roman qui porte ce titre. L'absolu me signifiait soudain sa présence inaccessible, et déjà, à ma soif impérieuse, je ne savais quelle source offrir pour l'apaiser. Ce fut sans doute ce jour-là que je suis né en tant qu'artiste, par ce suprême échec que l'art est toujours. L'homme, éternel tricheur de lui-même, essaye de faire passer pour une réponse ce qui est condamné à demeurer comme une tragique interpellation. Il me semble que j'y suis encore, assis dans ma culotte courte parmi les orties, la bouteille magique à la main. Je faisais des efforts d'imagination presque paniques, car je pressentais déjà que le temps m'était strictement compté, mais je ne trouvais rien qui ne fût à la mesure de mon étrange besoin. Rien qui fût digne de ma mère, de mon amour, de tout ce que j'eusse voulu lui donner. Le goût du chef-d'œuvre venait de me visiter et ne devait plus jamais me quitter. Peu à peu, mes lèvres se mirent à trembler. Mon visage fit une grimace dépitée et je me mis à hurler de colère, de peur et d'étonnement. Depuis, je me suis fait à l'idée et au lieu d'hurler, j'écris des livres. La fin du chapitre 15 de La promesse de l'aube contient ainsi la formule des racines du ciel, qui, je ne le savais pas encore à l'âge de 16 ans, était le titre du Goncourt 56 et qui venait de l'islam. La connaissance avec l'absolu, le goût du chef-d'œuvre, quête d'une vie qui trouverait ou non leur réponse dans l'amour filial, l'amour des femmes, le sentiment amoureux en général, ou même la fraternité humaine, le respect de toute forme de vie. Réponse qui s'incarnerait à leur tour dans des œuvres d'art qui ne sauraient être que des films, des chansons, des livres, des tableaux. Les sujets de brevet jalonnent à cet égard mon approche de l'écrivain. À 14 ans, l'élève que j'étais planchait sur un texte dans lequel un narrateur anonyme racontait sa vocation manquée d'artiste peintre, à cause d'une mère inquiète qui lui cachait sa boîte de couleurs et qui lui avait asséné « Tu as peut-être du génie et alors ils te feront crever de faim ». Ayant lu quelques mois plus tard le chapitre 3 de La promesse, j'ai identifié Gary derrière ce narrateur, sur un polycopié sans référence de titre ni d'auteur, et plusieurs dizaines d'années plus tard, réfléchissant au bien fondé d'une carrière qui ne relèverait d'aucune sécurité de l'emploi, mère à mon tour, je me demande toujours le référent de ce pronom au pluriel « ils ». Ils te feront crever de faim. Juste avant mes 30 ans, lors d'une réunion d'harmonisation au brevet, je relis le texte extrait cette fois-ci des Racines et me demande, comme les autres profs, la nécessité d'avoir usé en catastrophe, mais pas sur tout le territoire francilien, ceci dit, du sujet de remplacement de rédaction. Plus tard, j'ai retrouvé et travaillé à partir de l'épisode du soulier mangé pour séduire la jeune Valentine, bourreau décor du haut de ses 8 ans. J'ai vu l'analyse d'image à partir d'une illustration de Johann Sfar. J'ai gardé pour plus tard l'adaptation cinématographique faisant de Charlotte Gainsbourg Mina, la mère. Les élèves de 2011 avaient ainsi pu écrire sous la dictée le texte rappelant, comme le fait toute l'œuvre de Romain Gary, la nécessité absolue d'avoir l'imagination pour valeur cardinale.
Le héros des Racines du ciel, un certain Morel, ancien déporté, explique à une ancienne prostituée allemande, égarée comme lui dans l'Afrique équatoriale française, en quoi consiste cette dette envers les éléphants qu'il a contractée en captivité. Et en m'apprêtant à lire cet extrait du chapitre 8, je remarque seulement que le personnage féminin se prénomme, cette fois-ci avec 2 N, elle aussi, Mina. C'est un camarade qui avait eu cette idée, après quelques jours de cachot, 1,10 m sur 1,50 m, alors qu'il sentait que les murs allaient l'étouffer, il s'était mis à penser au troupeau d'éléphants en liberté. Et, chaque matin, les Allemands le trouvaient en pleine forme, en train de rigoler. Il était devenu increvable. Quand il est sorti de cellule, il nous a passé le filon, et chaque fois qu'on en pouvait dans notre cage, on se mettait à penser à ces géants fonçant irrésistiblement à travers les grands espaces ouverts de l'Afrique. Cela demandait un formidable effort d'imagination, mais c'était un effort qui nous maintenait vivants. Et c'est seul, à moitié crevé, on serrait les dents, on souriait et, les yeux fermés, on continuait à regarder nos éléphants qui balayaient tout sur leur passage, que rien ne pouvait retenir ou arrêter. On entendait presque la terre qui tremblait sous les pas de cette liberté prodigieuse, et le vent du large venait emplir nos poumons. Vous pouvez vous imaginer ce que ça a donné. L'idée qu'il y avait encore en nous quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre, une fiction, un mythe qu'ils ne pouvaient pas nous enlever et qui nous aidait à tenir, les mettait hors d'eux. Voir les éléphants ainsi est bien plus qu'un simple pari, qu'une gageure, un plaidoyer érigeant la beauté comme rempart à l'oppression, à la barbarie, au désespoir. Romain Gary ne voulait ni de roman à thèse, ni d'allégorie, alors son récit polyphonique qui entrechoque comme un kaléidoscope toutes les voix, pour ou contre la chasse, pour les animaux ou contre les peuples, à moins que cela ne soit l'inverse, car oui, on en est là quand même, n'est pas démonstratif. Bien sûr, le propos est de rappeler, entre autres, que la préservation de la nature va de pair avec la dignité de l'homme, et au-delà de tout ce qu'il peut représenter, tant que l'éléphant sera vu d'un côté comme un garde-manger, d'un autre comme une simple ressource pourvoyeuse d'ivoire, d'un autre encore comme une vie en danger, les consciences ne pourront pas se mettre d'accord. Morel Leblanc apparaît autant idéaliste que sanguinaire, son combat est ridiculisé lorsqu'on dit de lui que l'homme se voit en bête. Il demeure l'un des grands personnages humanistes de Gary, un résilient qui n'a plus, après le pire, à se préoccuper de sa survie, autant à même de prendre désormais fait Écosse pour un pachyderme que pour un hanneton. Le roman, au-delà de sa densité foisonnante, offre de magnifiques pages d'hommes parcourant l'Afrique d'avant la décolonisation, comme le personnage de Pierre Quist, naturaliste danois, celui qui prononce la formule donnant son titre au livre. Voici une description du chapitre 20, qui, en observant comment le ciel fait redescendre ses filaments jusqu'à la poitrine des mortels que nous sommes, nous les humains, écologistes ou non, artistes ou non, chasseurs d'ivoire ou non, fait entendre le plus beau bruit de la terre et met en équation imagination et liberté. J'aperçus alors, serrées les unes contre les autres, les énormes formes grises, les gros dos ronds que je connaissais si bien. Je pensais, bientôt il ne restera pas de place dans le monde moderne pour un tel besoin d'espace, pour une telle maladresse royale. Et comme chaque fois que je les apercevais, je ne pus m'empêcher de sourire avec soulagement, comme si leur vue me rassurait sur quelque présence essentielle. En cet âge d'impuissance, en cet âge de tabou, d'inhibition et d'asservissement presque physiologique, où l'homme triomphe de ses plus anciennes vérités et renonce à ses plus profonds besoins, il me semblait toujours, en écoutant ce merveilleux vacarme, qu'on ne nous avait pas encore coupé définitivement de nos sources, qu'on ne nous avait pas encore, une fois pour toutes, châtrés au nom du mensonge, que nous n'étions pas encore tout à fait soumis. Et pourtant il suffisait de l'écouter, ce vieux tonnerre terrestre, il suffisait d'assister une fois à ce vivant éboulement pour comprendre que bientôt, il ne resterait plus de place parmi nous pour une telle liberté. Mais il était difficile de se résigner. Au bas du sentier, Pierre Quist arrêta son cheval. Merci pour cette leçon de clarté. Juste histoire d'y voir, plus clair dans mes pensées couleur d'ébène,
chasser mes troubles, chasser mes peines. Comme l'écrira plus tard Serge Gainsbourg, et le chanteront ensuite Alain Chamfort, ainsi que Elena Noguera et Sky. M'enfuir loin d'ici, vers d'autres paradis. Un jour se dire go, tout là-bas au Congo. Go ready, steady, go. Tam tams et bongo. Je me vois chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. Plus clair dans mes pensées, couleur des peines. Chasser mes troubles, chasser mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des filles féroces, l'éléphant et le rhinocéros. M'évader d'ici et voir d'autres pays. M'enfuir loin d'ici, vers d'autres paradis. Chasseur de rêves, m'évader comme un trafiquant d'âme. Voir ma pirogue chavirer sur le torrent de larmes. Je me vois chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. Plus clair dans mes pensées, couleur des peines. Chasser mes troubles, chasser mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des filles féroces, l'éléphant et le rhinocéros. À la place de celle qui ment, le serpent minute, le caïman. À la place des filles en cage, la panthère noire et le chat sauvage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paroles et musique intitulé Romain Gary, juste histoire d'ivoire. Vous avez pu entendre la chanson d'Alain Chamfort, Chasseur d'ivoire, dont il existe plusieurs versions, deux lives dont celui interprété au Jardin du Luxembourg par Elena Noguera avec Chamfort et la chanteuse Sky au chœur, la version instrumentale de la chanson de Nina Simone I'm Feeling Good, et clin d'œil également à une campagne de pub qui reprenait le refrain de Peter Gabriel, Don't Give Up 'Cause You Have Friend, chanté avec Kate Bush, sur l'image de deux trompes enlacées de deux éléphants. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et me retrouver sur la page Instagram de Marguerite. À très bientôt.